Vous découvrez le Mexique en 64 en compagnie de Louis Malle. Quelle relation avez-vous entretenu avec ce pays et quelle relation entretenez-vous avec le Mexique aujourd'hui? D'abord, je dis une chose qui était un privilège. Nous étions donc pour faire Viva Maria et pour faire ce qu'on appelle du repérage. Nous étions avec Louis Malle, Volker Schlöndorff, qui était son premier assistant, avec qui je devais par la suite écrire le Tambour et d'autres films, et Guylain Hury, qui était le peintre qui s'occupait des décors du film. Et pour faire ce repérage en même temps que nous écrivions le scénario, nous avons fait plus de 25 000 kilomètres en voiture au Mexique. Nous avons cassé 3 Volkswagen, qui étaient pourtant des voitures solides. Et visiter un pays pour chercher des endroits précis qu'on a imaginé, qu'on a décidé, pour voir si ça correspond, est peut-être la meilleure façon de voir un pays. Parce qu'on cherche un fleuve avec un pont et puis une colline en face, une petite ferme. On voit 15 fleuves dont aucun ne correspond exactement, mais on a une connaissance du pays très profonde. Alors, est-ce que pendant ces voyages, vous prenez des notes? Oui, beaucoup. Des notes, des croquis, des photos, bien sûr. Ça, c'est indispensable. Et même, on tourne, quelquefois. On tourne des morceaux avec une petite caméra. On tourne des bouts de tel ou tel paysage, voire de personnages que nous avons rencontrés. Ça, c'est indispensable. Et quelquefois, le fait d'aller dans tel ou tel endroit, de rencontrer tel ou tel personnage, vous aide à trouver la solution d'une scène qui vous résistait et que vous n'arrivez pas à... Et puis, il y a aussi des choses qui sont impossibles et qu'on ne peut pas faire, auxquelles on a rêvé et qu'on ne peut pas faire. Il y en a d'autres aussi qui paraissaient impossibles et qui ont été, dans le film, miraculeuses. Je me souviens d'une scène où Brigitte Bardot, au début, qui est une jeune Irlandaise révoltée, est habillée un homme en pantalon, comme ça. Elle s'est échappée, elle échappe à la police. C'est une révolutionnaire et elle doit... Le scénario avait prévu qu'elle traverse avec de l'eau jusque-là un marigot qui était absolument affreux, plein de crapauds, de reptiles, d'insectes innommables. Aucun Mexicain de l'équipe n'aurait osé y aller. Alors on lui avait préparé une combinaison d'homme-grenouille, de femme-grenouille plutôt, à mettre en dessous de ses vêtements. Alors elle est arrivée, elle a demandé un miroir. Elle a dit « Oh non, ça me grossit ». Elle a enlevé sa combinaison et elle a traversé sans rien, sans aucune protection, à plusieurs reprises. Les Mexicains étaient absolument sidérés de voir cette star, vous voyez, marchant comme ça au milieu des crapauds, la tête haute, des araignées, des cloportes, enfin de tout ce qu'on peut imaginer. Ça fait partie des choses inespérées. Elle a fait une chose très dangereuse dans le film. Elle court sur le toit d'un train en marche et elle saute d'un wagon à l'autre, sans protection. Et c'est elle qui le fait vraiment. Je me dis, il faut le faire. Elle ne pourrait plus le faire aujourd'hui, hélas. Dans le dictionnaire amoureux, à l'entrée de Luis Buñuel, vous le citez alors qu'il dit que le Mexique est un pays de surréalisme naturel. Qu'est-ce qu'il entend par là? Est-ce que, selon vous, c'est toujours d'actualité? Alors, oui, j'ai fait tout un article là-dessus dans le dictionnaire. Buñuel, d'abord, est un espagnol, qui ne connaissait pas le Mexique avant d'avoir 45 ans. Il était à Los Angeles pendant la guerre, où il survivait tant bien que mal de petits travaux, quand il a rencontré, par hasard, dans une salle de montage, une Française qu'il avait connue, une productrice française, que j'ai bien connue aussi, Denise Tual, qui lui a dit « Mais pourquoi tu ne vas pas au Mexique, qui est à côté, où on parle la même langue que la tienne, et où il y a un cinéma, et où tu pourrais peut-être faire des films ?» Et il n'y avait jamais pensé. Donc il est arrivé au Mexique, il a fait un premier voyage pour 3 semaines, et il s'est décidé non seulement à venir vivre au Mexique, mais à devenir mexicain. Car il a pris la nationalité mexicaine et il est aujourd'hui le plus grand cinéaste mexicain. Un personnage considérable. Il a été assez vite, évidemment, à cause de son génie. Et une des raisons qui l'ont décidé a été, en effet, ce qu'il appelait ce surréalisme naturel. C'est difficile de préciser et de définir ce que cela veut dire. Ça veut dire probablement un pays où des choses improbables peuvent arriver en même temps. Il soutenait, je
je suis pas sûr qu'il ne mentait pas un peu, qu'au cours de son premier séjour, il avait vu dans une rue de Mexico 2 aveugles qui se masturbaient réciproquement. Vous émettez des doutes. Hein, J'ai quelques doutes là-dessus. Mais il est certain que s'il a vraiment vu ça, c'est une raison pour lui pour rester. Parce que c'est un pays où une chose pareille est possible, dans la rue, c'est évidemment très singulier. Et ce qui est plus étonnant, c'est que, sans le savoir à l'époque, il retrouvait un chemin que d'autres surréalistes avaient parcouru avec lui, avant lui, dans les années 30, en particulier André Breton et Antonin Artaud. Antonin Artaud, qui a fait un séjour et qui a écrit un livre sur les Tarahumaras, et André Breton, qui était venu au Mexique pour voir Trotsky, qui a été très séduit par la culture mexicaine et qui a organisé, il ne faut pas l'oublier, Breton, la première exposition d'art mexicain à Paris. C'est André Breton qui, là, avec une photographie de Álvarez Bravo en couverture, avec des peintures de Frida Kahlo, avec des objets précolombiens et avec des milagros mexicains, c'est-à-dire des ex-voto d'art naïf. Breton avait perçu beaucoup des différentes directions, je dirais, de l'art mexicain, de l'expression mexicaine. Donc Buñuel retrouvait ça une dizaine d'années plus tard. Et il ne faut pas oublier non plus Benjamin Perret, autre membre du groupe surréaliste qui a vécu au Mexique, qui a épousé une Mexicaine et qui a écrit, qui a traduit des textes mexicains. Et qui a écrit et publié à Mexico son fameux texte, le déshonneur des poètes pendant la guerre. Donc il y a une relation particulière. Je crois que quelqu'un un jour, j'en parle pas mal dans le livre, mais il l'approfondira mieux que moi avec plus de documentation, entre le Mexique et le surréalisme. Comme si à distance et par-delà l'océan Atlantique, ce mouvement européen, à l'exception de Man Ray, qui était américain, tous les membres du groupe étaient européens, et le Mexique avaient entretenu une correspondance secrète. Alors, en tant que voyageur et curieux, est-ce que vous êtes toujours surpris lorsque vous rendez oui, au Mexique ? Toujours, absolument. La dernière fois, c'était l'année dernière, parce qu'il y a, pour tout vous dire, il y a un groupe de Mexicains qui ont eu l'étrange idée de faire un film sur moi. Alors, oui, en me prenant comme sujet. Et le metteur en scène, qui s'appelle Juan Carlos Rulfo, est le fils de Rulfo, qui est le grand romancier mexicain. Donc, évidemment, c'est très intéressant pour moi. On n'a pas fait que le Mexique, on a fait d'autres pays. Par exemple, j'ai amené un groupe de Mexicains en Inde. Rien que ça vaudrait le récit. Hein. Que des Mexicains en Inde, c'est pas mal. Ils voient des Mayas partout. C'est-à-dire, ils voient des temples, des Aztèques partout. Ils voient des temples vivants. Ils disent, mais ça devait être comme ça à Chichen Itza, à Palenque. C'était. Bon, alors, mais là, le fait de me trouver avec des Mexicains et de leur parler d'un Mexique qu'ils n'ont pas connu, car ils sont tous beaucoup plus jeunes que moi, était tout à fait passionnant. Et de leur côté, ils m'ont fait découvrir des choses que je ne connaissais pas. Par exemple, l'année dernière, on m'a amené à Mexico visiter une sainte que je ne connaissais pas, qui est tout à fait extraordinaire, puisque c'est Santa Muerte. C'est Sainte Mort. C'est-à-dire qu'on a fait de la mort une sainte. Une sainte que l'on va prier, à qui on va demander. Il y a un hôtel, on peut acheter des statuettes à son image. Son image est celle d'une calavère, hein, d'un cadavre. Elle est habillée de différentes façons, y compris même comme une mariée, dans certains cas, avec des robes de noces. C'est un endroit complètement, je répète le mot entre guillemets, surréaliste. Comment sanctifier la mort et surtout comment aller prier la mort, que lui demander qu'implorer de la mort, sinon la vie. C'était tout à fait un endroit tout à fait étonnant et qui est géré par un couple, un homme et une femme qui s'occupent de ça comme d'une boutique. C'est un endroit assez formidable que j'ai découvert l'année dernière. Il y en a d'autres, mais bon. Il y a une histoire mexicaine très fameuse que racontent les Mexicains qui dit que lorsque Dieu créa le Mexique, les anges qui assistaient à ce spectacle allèrent lui dire « Mais enfin, Seigneur, tu te rends compte le pays que tu viens de faire? Mais c'est un pays extraordinaire.
il a tout ce qu'il faut, mais tu as tout donné. Regarde, tu as 2 océans, tu as des montagnes enneigées, des plaines magnifiques, des plateaux, des déserts, des fleuves superbes. Tu as à la fois la végétation du nord, du sud, la jungle, tout ça. Mais c'est extraordinaire. Pourquoi tu as tout donné à ce pays? Et Dieu répond aux anges, ne vous inquiétez pas, j'y mettrai aussi les Mexicains. Ça c'est l'histoire typique que racontent les Mexicains. Dans l'imaginaire collectif... Et qui dit beaucoup sur ce que les Mexicains pensent d'eux-mêmes. Alors, dans l'imaginaire collectif, le Mexique, c'est un pays macho. Même la mer, on dit el mar. Oui, alors, par exemple, le Mexique est un pays où le mot machismo a été inventé, macho. Et dans ce pays de macho, viril, de charros, avec des chapeaux et des bonbons, les 2 plus grands artistes de l'histoire du Mexique sont 2 femmes. C'est quand même tout à fait étonnant. Inés de la Cruz, qui est une poétesse merveilleuse du XVIIe siècle, à laquelle Octavio Paz a consacré un livre très très beau, et Frida Kahlo, peintre du XXe siècle, ce sont 2 femmes qui portent au plus haut l'expression mexicaine. Vous voyez, c'est une des contradictions de plus. Donc il faut, quand on dit c'est un pays de machos, oui, mais les machos n'ont pas produit grand-chose dans les domaines qui nous intéressent. Et même les Mexicains se moquent des machos et du machisme. Ils sont les premiers à s'en moquer, bien entendu, de l'aspect charro, comme ça, lui aussi très folklorique, avec ce grand chapeau qui protège évidemment du soleil, pas de la pluie, parce que quand il pleut, c'est très très lourd. Le chapeau devient très lourd. Mais dont on dit qu'on le mettait pendant les batailles pour montrer qu'on n'avait pas peur, pour montrer aux ennemis qu'on n'avait pas peur de se montrer. Comment est-ce que, selon vous, en fait, ce peuple n'est pas devenu fou avec tout ce syncrétisme, en fait? Mais il est devenu fou. Ah, les Mexicains sont fous. Oui, absolument. Ne dites pas qu'il n'est pas devenu fou. C'est un peuple fou, c'est ce qu'on aime chez lui, bien sûr. D'ailleurs, je crois que la folie est ce qui guette la plupart des peuples dans un prochain avenir. Mais une folie salutaire, une folie créative, bien sûr. Je raconte dans le livre qu'avec Buñuel, nous avons été invités une fois à un repas précolombien par des fous, de Mexicains fous, qui nous avaient préparé un repas sans aucun élément d'aujourd'hui, moderne. Sans huile d'olive, sans rien, sans vin, sans tout ce qui est arrivé après. Et c'était assez extraordinaire, un repas qui a duré 4 heures, qui a commencé par des grillades de fœtus de fourmis. Ils étaient allés chercher à 200 km de là des gros fœtus de fourmis, comme ça, c'était pas mauvais du tout, bien grillés, qui a continué avec une bouillie d'intestins de petits oiseaux, qui s'est poursuivie par des tranches de serpents. Je ne sais plus préparé de quelle façon, d'iguane, bien entendu. Enfin, c'était un repas qui tantôt était assez indifférent et tantôt délicieux. Assez relevé, il faut dire, assez épicé, et qui s'est terminé par un grand bol de chocolat. Parce que le chocolat, c'est un mot aztèque, comme vous ne le savez peut-être pas. Et l'empereur du Mexique, aztèque, tous les soirs, terminait sa journée par un bol de chocolat. Il faut mettre le T avant le L. Nahuatl. C'est difficile, Popocatépetl. C'est difficile.